Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir nombreux pour suivre ce journal de 20 heures sur la RTNC. En voici les grandes lignes. Habemus Papam, les cardinals Robert Francis Prévost et les nouveaux papes et portent désormais le nom de Léon XIV. Depuis hier soir, ces faits et gestes sont scrutés. C'est avant-midi. Le nouveau pape a célébré la messe de clôture du conclave des cardinaux à la chapelle Sixtine. Qui est exactement Léon XIV? D'où vient-il? Tout savoir sur le pape américain dans un instant dans ce journal. Certains ont été brûlés au 2e degré, d'autres au 3e degré et n'attendaient que réconfort et soutien. L'on se souvient de la baleinière qui a pris feu dans la province de l'Équateur, précisément Bandaka. Les élus de cette partie du pays sont arrivés sur place. Au-delà de l'assistance aux victimes, il a été question de révisiter la scène et plaider pour des actions concrètes. On y revient dans les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, c'est l'Afrique qui joue sa carte au poste de secrétaire général du tourisme mondial. Le Ghana est candidat et sollicite l'appui de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu l'envoyé spécial du président ghanéen, Blandine Nzovo, Roger Diei, et bienvenue Kabamba. Le secteur mondial du tourisme se prépare à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Les enjeux sont importants car le prochain dirigeant de cette agence spécialisée des Nations Unies aura la responsabilité de guider la politique touristique internationale pour la période 2026-2029. 6 pays ont présenté leur candidature, parmi eux le Ghana, pays de l'Afrique de l'Ouest, qui vient solliciter la voix de la République démocratique du Congo, pays ami, pour un tourisme engagé, durable et inclusif. Le conseil exécutif se tiendra à Madrid, en Espagne, le 29 et 30 mai 2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a rassurés du soutien de la RDC. Nous avons, n'est-ce pas, un candidat africain qui est appuyé par l'Union africaine. C'est le seul candidat africain et le président a nous assuré de le support du Congo pour, n'est-ce pas, avoir une rotation juste de cette pause pour que l'Afrique aussi, pour la première fois, peut occuper cette position. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le tourisme a devenu un atout de développement, de création d'emplois. Et nous voulons avoir quelqu'un qui peut avancer l'intérêt général de l'Afrique dans ce domaine du tourisme. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment contents de l'appui fort de M. le Président. Et avec cet appui, l'appui du reste des membres de cette organisation, nous pouvons pour la première fois, n'est-ce pas, avoir un candidat de l'Afrique. La candidature du Ghana sera portée par Mohamed Adam, un diplomate de carrière. Sa vision pour l'ONU Tourisme est axée sur le renforcement de l'organisation et la maximisation de la valeur pour les pays membres en promouvant le tourisme comme outil de croissance durable et de création d'emplois pour les jeunes. L'Organisation mondiale du tourisme est l'institution spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible. Le suspense n'a pas duré longtemps. La fumée blanche s'est échappée de la chapelle Sixtine vers la fin de la journée d'hier et le cardinal Robert Francis Prévost a été élu par les cardinaux, chefs de l'Église catholique, des parents franco-italiens et espagnols et lui-même, né à Chicago aux États-Unis de nationalité américaine, il a acquis par la suite la nationalité péruvienne. Le nouveau pape est donc un citoyen du monde. Qui est Léon XIV, successeur de François? La réponse dans ces portraits dressés par Mireille Ndeke suivait. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prévost est un religieux américain de l'ordre de Saint-Augustin Ossa. Il a été ordonné prêtre en 1982 et a consacré une grande partie de sa vie missionnaire au Pérou.
Il y a servi comme prêtre, formateur au séminaire, juge ecclésiastique, puis évêque de Chicago de 2015 à 2023. En reconnaissance de son engagement, il a obtenu la nationalité péruvienne en 2015. En 2023, il a été nommé préfet d'Icaster pour les évêques et président de la commission pontife pour l'Amérique latine, des postes clés qui l'ont placé au cœur de la gouvernance de l'Église. Il a été créé cardinal par le pape François le 30 septembre 2023. Un pape au profil international, Léon XIV est le premier pape américain de l'histoire et son élection reflète la dimension mondiale de l'Église. Son double enracinement aux États-Unis et en Amérique latine, ainsi que son expérience missionnaire, ont contribué à son élection. Il est perçu comme un centriste, proche des orientations pastorales du pape François, notamment par son attention aux péripéties et aux populations marginalisées. Pourquoi le nom de Léon XIV? Il s'inscrit dans la lignée de papes tels que Léon XIII, connu pour son encyclique sociale, et Léon X, pape de la Renaissance. Ce choix pourrait signaler une volonté de conjuguer la tradition doctrinale et engagement social. L'élection de Léon XIV marque une nouvelle étape pour l'Église catholique avec un pontife au parcours international et à l'expérience pastorale diversifiée. Le nouveau pape Léon XIV porte sur ses solides épaules les défis énormes d'un monde en crise. Léon XIV s'inspire de Léon XIII, pape au début du XIXe siècle qui a incarné la doctrine sociale de l'Église. On a vu sur les images un pape souriant mais conscient de l'immensité de la tâche. Monseigneur Donatien Cholet a réagi au micro de nos reporters. Suivez. Habemus Papam. Eh bien, ça ne peut être qu'une joie abondante et immense pour tout le peuple de Dieu, de l'Église Famille de Dieu qui est en RDC. Joie parce que, pas plus tard qu'hier, au début des travaux du comité permanent, le président de la conférence a invité tout le monde à être en communion avec les pères cardinaux pour prier, pour que le Seigneur nous donne un pasteur selon son cœur. Et nous avons prié et voilà, on attendait effectivement la fumée blanche, mais pas de sitôt. Et voilà, au deuxième jour, on parvient à dégager le 2/3 de voix. Je crois que c'est un grand message de la cohésion dans l'Église. Donc l'actuel pape ait choisi le nom de Léon XIV, ça signifie son engagement à conduire l'Église en tenant compte des changements des temps actuels, mais aussi à être attaché aux réalités sociales. Et il a démontré ses premiers mots. Vous l'avez entendu. La paix. Il a commencé par la bénédiction en termes de la paix soit avec vous. Et dans chaque phrase, on retrouvait le mot la paix. Et nous, les Congolais, nous sommes justement en quête de cette paix de façon spéciale parce que nous voulons qu'elle soit durable. Et nous prions pour qu'il ait une attention aussi particulière sur la paix en République démocratique du Congo. Des membres du gouvernement devant les élus du peuple, la santé, l'urbanisme et les constructions anarchiques, les finances, l'énergie et la culture, des questions orales avec débat ont été adressées à ces membres du gouvernement. On en parle avec Anim Balaka sur ces images de Patrick Badibanga. Sous la direction du président Vital Kamerhe, la plénière du jeudi 8 mai 2025 a été consacrée au contrôle parlementaire. 2 ministres du gouvernement souminois ont été interpellés à travers des questions orales avec débat. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a défendu le programme de gratuité des accouchements, affirmant que plus de 2 millions de femmes ont été prises en charge en 15 mois grâce à l'appui de la Banque mondiale. Des chiffres remis en question plusieurs députés qui ont pointé un décalage entre ces statistiques et la réalité vécue dans leur circonscription. Le ministre de l'Urbanisme et
d'État Crispin Mbadou Panzou a été interrogé notamment par les députés Emile Soumaïli sur la situation d'insalubrité, les constructions anarchiques, les inondations et les manques de planification urbaine à Kinshasa. Il a reconnu les défis structurels du secteur, évoquant notamment l'absence des normes urbanistiques et a plaidé pour un recensement des victimes des démolitions liées à l'occupation illégale des terrains. En amont de ces débats, la plénière a examiné 8 projets de loi de ratification dont 7 ont été portés par les ministres des Finances et de la formation professionnelle. Tous ont été adoptés. Une ordonnance loi du ministre des Ressources hydrauliques qui a suscité des débats a été renvoyée à la commission compétente pour examen approfondi. La ministre de la Culture Yolande Elebe Mandembo a présenté les projets de loi portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts. Ces textes est salué comme une avancée historique car il propose pour la première fois un cadre légal structuré pour l'ensemble du secteur culturel congolais attendu depuis plus de 20 ans par les artistes. À la fin des débats, les auteurs des questions, les députés Freddy Bonzeke et Emile Soumaïli, encouragés par le premier vice-président Jean-Claude Chilumbay, ont félicité les ministres pour leur disponibilité tout en formulant des recommandations pour améliorer les politiques publiques concernées. Cette séance plénière s'est terminée sur une note positive et donne le ton d'un contrôle parlementaire plus actif. 45 autres questions orales avec débat et interpellations sont programmées dans les prochaines semaines. Un vif débat au cours de cette plénière. Un élu du peuple s'est interrogé sur le projet d'extension de la ville de Kinshasa. On écoute le député national André Litté. Suivez. Pour ne parler que de Kinshasa, on a aujourd'hui un projet qui est sous la tutelle de notre Premier ministre. C'est celui de l'extension de la ville de Kinshasa. Le ministre en a parlé ici. Je voudrais seulement à travers lui, parce qu'il est là en même temps, pour représenter Madame la ministre. Il n'y a pas les deux d'ubiquité pour gérer tous les ministères. Dans la gouvernance moderne, il y a des attributions, il y a le partage des responsabilités. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais vraiment bien, je vous le demande solennellement, je crois qu'allez qu'il est la Première ministre me suit aussi. Allez la voir de ma part pour lui dire qu'est-ce que nous attendons pour l'effectivité du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas 36 manières à faire. Lorsqu'on regarde Kinshasa, sans être expert, on n'a pas de choix. On l'a dit ici par le président Kamer il y a quelques heures passées. On serait autour de 17 millions d'individus. Si nous ne parvenons pas à dominer la nature que Dieu nous a donnée, 2 345 000 km², il suffit d'aller vers Maloukou et au-delà. Le Congo, nous n'avons pas un problème de terre. Je me demande si ce n'est pas ce qui justifie parfois le fait que ceux qui en veulent à notre pays, parce qu'ils peuvent nous reprendre certaines portions de notre territoire. En tout cas, honorable président, distingués collègues, je voudrais vraiment me répéter, monsieur le ministre, allez parler à madame la première ministre, le projet d'extension de la ville de Kinshasa est sous sa tutelle. Le Fonds monétaire international en mission d'évaluation à Kinshasa. L'objectif est de renforcer les mécanismes de stabilisation économique et améliorer en même temps la gouvernance. Et la première ministre Judith Suminwa a affiché sa satisfaction quant à la revue du programme La facilité élargie des crédits et pour la résilience. Elle a pour ce faire reçu Freddy Matungulu, Chimène Dondo, Djokuku et Pompoumba. Les engagements pris par le gouvernement souminois dans le cadre de la première revue de programme de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité en janvier dernier sont au cœur d'une mission d'évaluation du Fonds monétaire international FMI. Ce jeudi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu dans son cabinet de travail Freddy Matungulu Mbuyamo, administrateur suppléant représentant la RDC au conseil d'administration de cette institution financière internationale qui a annoncé que les équipes du FMI sont déjà à Kinshasa pour cette mission d'évaluation de la première revue. Nous, en tant que représentants du gouvernement congolais au conseil d'administration du Fonds monétaire, nous sommes venus pour travailler avec les autorités, pour nous assurer que les discussions se passent bien avec cette équipe technique du Fonds monétaire qui séjourne dans notre pays dans ce cadre.
Il va falloir qu'on attende la fin des discussions techniques qui ont lieu en ce moment. Et il y a un rapport formel qui sera fait à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, quand la mission se terminera. Je crois que cette présentation lui sera faite lundi ou mardi de la semaine prochaine. Mais d'une façon générale, je crois que les choses se passent, on peut dire, plutôt bien. Et nous, on a été satisfaits de la réaffirmation par Madame le Premier ministre, la détermination du gouvernement congolais de continuer à travailler de façon à maintenir le programme sur la bonne voie. Cette mission d'évaluation qui devrait se dérouler sans grande inquiétude permettra de renforcer le mécanisme de stabilisation de l'économie, d'amélioration de la gouvernance et de lutte contre les changements climatiques en RDC. Pour sa part, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a réaffirmé sa détermination à mener des actions dans le sens de la bonne gouvernance, mais aussi à maintenir la stabilité économique du pays. Et c'est désormais formel. Militaires et policiers peuvent bénéficier au même titre que les autres agents de l'État du régime de sécurité sociale. Cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence de son collègue de la Défense. D'autres détails dans ces reportages signés Nadine Kilocho sur ces images des Moké Maloua. Lancé depuis janvier de l'année en cours, le processus d'intégration des militaires et policiers au régime de sécurité sociale de la SENSAP a connu un tournant décisif ce jeudi 8 mai 2025 avec la tenue de la cérémonie solennelle d'intégration des militaires et policiers au régime de sécurité sociale de la SENSAP, co-présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre en charge de la Défense Guy Mwandiavita et le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Pour la première fois depuis l'indépendance, nos forces armées et notre police nationale sont désormais intégrées pleinement dans un régime de sécurité sociale géré par une caisse professionnelle. La nouvelle politique de protection sociale mise en œuvre par le gouvernement congolais matérialise la ferme volonté du chef de l'État de garantir la protection sociale de ceux qui protègent l'intégrité territoriale et la souveraineté de la nation. Ce régime de sécurité sociale dédié au personnel militaire et policier constitue un acte de reconnaissance nationale envers ces femmes et ces hommes qui, souvent au péril de leur vie, assurent notre sécurité collective. L'instauration du nouveau régime de sécurité sociale de la SENSAP offre un cadre structuré de sécurité sociale pour les militaires et policiers. Aujourd'hui, nous franchissons un pas décisif avec l'adhésion des policiers et des militaires à ce régime spécial de sécurité sociale. Il s'agit là d'une avancée majeure qui vient réparer une injustice sociale longtemps décriée. Après Kinshasa, la sensibilisation sur le nouveau régime de sécurité sociale intégrant les militaires et policiers va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et dans la même logique où presque de personnes vivant avec handicap ont été admis sous statut, le secrétariat général de PVH s'est vu affecter des ressources humaines importantes. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a signé un arrêté à ces sujets. Encore une fois, Nadine Kilocho, Moké Malouma et Betty Amani. Et je suis fier. Dans l'optique de doter le secrétariat général de personnes vivant avec handicap des ressources humaines pour son bon fonctionnement, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé le jeudi 8 mai 2025 à la signature des arrêtés portant admission sous statut des agents recrutés et autres vulnérables recrutés sur titre. Notre politique, c'est celle d'agir pour que les personnes vivant avec handicap soient admises dans toutes les administrations et qu'il y ait des quotas qui leur soient réservés. Et nous allons construire une nation solidaire. C'est ça la vision du président de la République. C'est une vision de recréer une République juste qui n'exclut personne. Je voudrais dire à celles et ceux qui ont eu cette chance d'être sélectionnés, toutes les félicitations. Les bénéficiaires de ces arrêtés vont désormais exercer comme agents de l'État. La signature des arrêtés d'admission sous statut matérialise les aspirations fermes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant un monde inclusif sans discrimination. Au nom de toutes les personnes avec handicap, je vous dis merci pour toutes ces concessions
Parce que nous pouvons nous dire aujourd'hui que la voie est ouverte aux personnes avec handicap au sein de notre fonction publique. Au terme d'un processus de recrutement sur concours effectué sur l'ensemble du pays, le gouvernement, par le truchement de la vice-primature en charge de la fonction publique, révalorise cette catégorie des personnes tant marginalisées qui désormais jouissent des droits et devoirs reconnus aux fonctionnaires de l'État grâce au leadership du chef de l'État sous la supervision de Madame la Première ministre. Direction à présent à Addis Abeba, en Éthiopie, où la ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé une série d'accords dans le cadre des relations bilatérales avec l'Éthiopie. Edith Chala pour les détails. Cette signature a eu lieu à Addis Abeba, capitale éthiopienne, entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner pour la RDC, et son homologue éthiopien, Gédéon Timotheos Essebon. Cet accord stratégique, qui intervient après plusieurs décennies, couvre un large éventail de domaines de développement, notamment l'économie, la science, la technologie, la culture, les transports aériens, l'agriculture et les télécommunications. Il vise à intensifier les échanges et à promouvoir le partage d'expériences entre les deux pays, liés par une histoire diplomatique qui remonte aux années 60. Cet accord illustre la volonté des deux gouvernements de bâtir une coopération solide, orientée vers le développement durable et le bénéfice mutuel, a souligné la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, lors de la cérémonie officielle de signature. Une diplomatie active au service de la paix. Dans la continuité de sa mission en Éthiopie, Thérèse Kayikwamba Wagner a multiplié les rencontres diplomatiques de haut niveau. Mercredi 7 mai, elle a été reçue par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union européenne, au siège de l'organisation panafricaine. Elle a salué son élection à la tête de l'Union africaine avant d'échanger avec lui sur les enjeux majeurs de paix et de sécurité sur le continent. La ministre d'État a notamment insisté sur la situation préoccupante dans la partie est de la RDC. La ministre d'État a mis à profit son séjour à Addis Abeba pour rencontrer les ambassadeurs des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un déjeuner de travail a réuni Thérèse Kayikwamba Wagner et ses ambassadeurs. La ministre d'État y a rappelé l'importance du soutien des partenaires africains dans les efforts de stabilisation de la RDC et a exprimé sa gratitude envers l'Union africaine pour son action constante en faveur de la paix sur le continent. Cette rencontre a également été l'occasion d'évoquer les initiatives régionales de pacification dans l'Est de la RDC ainsi que la candidature de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Thierry Lézin-Mongala, ministre de la Communication du Congo-Brazzaville, est arrivé à Kinshasa sur invitation de son homologue de la RDC, Patrick Mouyaya. Il prendra part à une conférence sur la coopération bilatérale entre les deux pays, mais aussi l'apport de la diaspora de deux pays. Gaëtan Magalano. À son arrivée via le Bichungobila de Kinshasa, le ministre brazzavillois en charge de la communication et médias a circonscrit le but de son séjour de l'autre côté du pôle Malébo. Alors je suis venu sur invitation de mon homologue et frère, le ministre Mouyaya, et je vais participer à une conférence au cours de laquelle seront évoquées les questions qui sont en réalité des questions d'intérêt commun. Il s'agit d'évoquer les questions de coopération bilatérale, pas seulement de coopération bilatérale au sens étroit du terme, mais coopération bilatérale au sens de définir les moyens d'y associer le maximum de citoyens, et notamment nos diasporas respectives, et d'aider à ce que notre proximité géographique, qui est unique pratiquement au monde, se transforme en atout économique, en atout en termes de développement et en atout dans la capacité que nous aurons à inclure, associer nos diasporas respectives à notre développement. Il convient de rappeler que Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus proches du monde, avec le fleuve Congo comme autoroute qui facilite la traversée en moins d'une dizaine de minutes à canot. Sur le plan communicationnel et sur le plan médiatique, les deux peuples partagent la même réalité socio-économique et professionnelle, d'où la rencontre entre les deux ministres permettront de placer le base vers un avenir meilleur à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle.
C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'appui, du moins dans le financement de projets des jeunes. Et ces derniers, jeunes entrepreneurs, recevront désormais un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie. Un protocole d'accord a été signé sous l'égide du ministre de l'Industrie, Louis Watoum. Images et commentaires. Sous l'impulsion du leadership visionnaire du ministre de l'Industrie et du Développement des PME, une étape historique vient d'être franchie pour l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec l'appui stratégique de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre Louis Watoum Kabamba concrétise une action forte, concrète en faveur des jeunes entrepreneurs et artisans congolais. À cette occasion, un protocole d'accord a été signé entre le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, et le FOGEC, ouvrant la voie à l'octroi des crédits allant jusqu'à $50,000 américains pour les projets portés par des jeunes congolais âgés de 18 à 35 ans. Ces jeunes qui ont des projets magnifiques, beaucoup d'entre eux dans l'industrie, ça sera de financement du FPI au taux de 4% l'an. Ce financement sera grâce à la garantie que donne le FOGEC au FPI. C'est le lancement du projet Vijana, un programme de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes avec un taux d'intérêt attractif, une première dans le pays. Donner l'accès au public de participer au crédit des affaires et d'améliorer en tout cas le pouvoir d'achat de la population. L'entrepreneuriat congolais prend un nouvel envol. Ensemble, construisons une économie forte, inclusive et tournée vers l'avenir. J'en parlais dans les titres. Les victimes l'incendie d'une embarcation en Mbandaka à l'Équateur vont bénéficier d'une assistance. Une délégation des élus du peuple est arrivée sur place. Un commentaire de Patricia Ongo. C'est une mission de réconfort et d'assistance aux victimes de l'incendie de la baleinière Christ-Roi qui avait pris feu en pleine navigation dans la province de l'Équateur. Parmi les membres de cette délégation figure la députée nationale Hermione Bolumbe Bakando qui est allée à la rescousse des rescapés, pour la plupart des brûlés de 3e degré. Médecin de formation, la députée nationale Hermione Bolumbe a retroussé les manches et porté les gants pour intervenir là où elle pouvait. La délégation venue de Kinshasa a effectué une descente sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Nous sommes arrivés, nous allons faire un travail à la fin. On va donner des recommandations. Déjà, ce qu'il faudrait retenir est qu'il y a déjà une note circulaire du VPM Jean-Pierre Bemba, qui est chargé d'ailleurs du transport, qui a demandé à ce que tous les armateurs aient des gilets de sauvetage. Mais au-delà de tout ça, il y aura un travail entre nous, donc un travail interinstitutionnel, de façon à ce que nous puissions mûrir certaines questions et ressortir des décisions. À cette occasion, la délégation d'Hermione Bolumbe a visité les travaux de construction de l'université de Mbandaka qui avance à pas de géant. La 83e session de la Commission africaine des droits de l'homme s'est tenue à Banjul, en Gambie. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, a représenté la RDC à ses assises. Un commentaire de Nadine Kilocho. Le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Maître Samuel Bemba Kabouya, en visite de travail à Gambie, précisément à Banjul, dans le cadre des dossiers du contentieux international, a pris part à la 83e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a saisi cette occasion pour signaler les avancées positives en matière de droits garantis par la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis l'accession à la présidence de la République par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs initiatives ont été prises dans le sens de l'amélioration, de la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays, à travers des réformes institutionnelles et des réformes législatives. En même temps, il a dénoncé les violations massives et répétées de droits de l'homme en République démocratique du Congo par le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23.
Enfin, le vice-ministre a dénoncé l'attaque de la localité de Lunyasenge en date du 5 mai 2025, alors que la RDC et le Rwanda sont en plein processus de signature de l'accord de paix. La gouvernance du cobalt en RDC, les sujets étaient au centre des échanges entre une délégation du FMI et d'autres intervenants dans ces secteurs. On en parle dans ces commentaires. Rencontre stratégique entre le Fonds monétaire international et le ministère des Mines autour de la gouvernance du cobalt en RDC. La rencontre tenue en présence des représentants de la RECOMS et de la CTCPEM a porté principalement sur la gouvernance du cobalt, ressource stratégique pour la RDC et le monde. Le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé a présenté les efforts en cours pour améliorer la traçabilité, la transparence et la fiscalité du cobalt, notamment à travers l'opérationnalisation de l'entreprise générale du cobalt EGC et le renforcement du cadre réglementaire. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à faire du secteur minier un pilier de développement économique et de souveraineté nationale. Pendant les échanges, il était également question d'échanger sur la stratégie de suspension des exportations du cobalt brut. Kizito Pakabomba a précisé qu'il s'agit d'une stratégie de souveraineté économique et industrielle. Une évaluation de cette mesure sera faite après 3 mois de la mise en place de cette mesure de suspension avec un objectif visant à encourager la transformation locale du cobalt, créer des emplois et capter davantage de valeurs ajoutées au bénéfice du pays. Le ministre des Mines a reconnu les défis à surmonter et a sollicité l'appui technique du Fonds monétaire international pour accompagner cette transition. De son côté, le chef de mission du FMI a salué la volonté des réformes exprimées par les gouvernements congolais, rappelant que le secteur minier joue un rôle clé dans la mobilisation de recettes publiques et dans la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération autour des enjeux liés à la gouvernance, à la fiscalité et à la transformation industrielle des minerais stratégiques. Autre rencontre, c'est celle avec le ministre des Mines du Congo-Brazzaville, Pierre Oba. Cette rencontre bilatérale a porté sur le renforcement des relations minières entre les deux pays voisins dans une perspective de coopération régionale approfondie. Retour à l'hémicycle du Palais du Peuple. La culture est un élément de soft power pour la RDC. Le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts basés sur la politique culturelle du pays a été présenté à la Chambre basse du Parlement par la ministre de la Culture. Du haut de la tribune, elle a fait l'économie de ces textes. Bobo Anan Mokonzi et Fanny Malonga. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé Mandembo, a présenté et fait adopter le jeudi 8 mai 2025 à l'Assemblée nationale le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts basés sur la politique culturelle nationale. C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt qu'il accorde aux initiatives de mon ministère et des créateurs d'œuvres de l'esprit dans notre pays, a signé en date du 12 mars 2025 l'ordonnance loi citée ci-haut. Ce texte permet à la République démocratique du Congo de réviser sa conception de l'apport de la culture dans son développement et dote le pays d'un cadre juridique adapté à son identité culturelle et à ses besoins en matière de développement durable, économique, technologique et social. Cette avancée témoigne de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement de valoriser et de promouvoir l'identité nationale tout en affirmant la culture comme un levier de développement, de cohésion sociale et de soft power pour la République démocratique du Congo, tant sur la scène nationale qu'internationale. Et le personnel du Fonds de promotion pour l'industrie en formation, ces agents suivent un séminaire de renforcement des capacités axé sur les résultats à l'MBKI. Cette session de formation initiée par la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie met l'accent particulier sur l'efficacité en vue d'accélérer l'industrialisation du pays, la diversification de l'économie et la création des chaînes de valeur. Pendant 10 jours, un groupe de cadres et agents des différents services de cet établissement public va suivre ce séminaire de renforcement des capacités qui s'inscrit dans le programme global mis en place par la Direction générale depuis 2022.
Ces formations interviennent à point nommé. Nous sommes un instrument privilégié pour la promotion d'industries nouvelles, de l'intégration industrielle ainsi que de la promotion de la recherche industrielle à travers notamment des initiatives bien ciblées du financement du secteur industriel. Une formation dispensée par Washington International Management, affiliée à la Banque mondiale, vise la gestion axée sur le résultat et le pilotage de la performance. Notre institution WIMI salue avec admiration la vision de l'équipe dirigeante du FPI de faire de la formation l'une des priorités maîtresses de son mandat aux besoins de transformation industrielle de l'économie congolaise. Retenons que ces cabinets spécialisés dans le renforcement des capacités réforme des institutions publiques et privées va poursuivre cette formation dans les différentes directions provinciales du FPI. La recherche d'une paix durable dans les Grands Lacs, le Conseil universel pour la paix des nations et des continents, CULPAC, s'investit et pour y arriver, ces conseils organisent une série de campagnes de sensibilisation, nous dit David Moubenga. Pendant que des avancées significatives sont en train d'être enregistrées sur le plan international dans la recherche d'une paix durable dans la partie est de la RDC, la campagne de solidarité pour la paix à l'est de la RDC, lancée le 8 mars dernier par le Conseil universel pour la paix des nations et continents CULPAC en sigle, se poursuit et ce mercredi 7 mai 2025, une matinée sur la paix a eu lieu à Logefrem où le personnel a été sensibilisé sur la paix. Je lance modestement un appel vibrant à la solidarité afin de soutenir indéfectiblement le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'accompagnant dans ces combats nobles et républicains qu'il mène pour le rétablissement de la paix. Dans le même élan, le directeur général du CULPAC, Daniel Santoubiko, a plaidé pour un engagement collectif en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Sans la paix, il n'y a rien qui peut se faire. C'est la raison pour laquelle nous disons que la paix durable est vraiment importante pour le développement socio-économique. Ici, nous sommes très heureux de voir que ça vient petit à petit au moment que les États-Unis, la superpuissance, appuient la République démocratique du Congo. Pour marquer d'une pierre blanche cette matinée de sensibilisation, un trophée a été remis au directeur général de l'OGEFREM en guise de reconnaissance pour son engagement dans la recherche de la paix. Avant de boucler complètement ce journal, c'est communiqué de presse de la Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, qui informe à son aimable clientèle de certains quartiers des communes de la Gombe, Barumbu, Limete, que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus à la sous-station Ndolo, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 10 mai 2025 de 8h à 18h. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. SNEL SA présente ses excuses pour ces désagréments liés aux travaux. Un communiqué signé par le département de la ville de Kinshasa. Cet autre communiqué nécrologique, les familles Moleka et Ebamba vous font part du décès de leur maman, grand-mère, arrière-grand-mère et sœur bien-aimée, Jacqueline Anongo Ebamba Moleka. C'est mercredi 30 avril 2025 à Kinshasa, à l'âge béni de 92 ans. Le recueillement a lieu à la résidence familiale de 18h à 22h, Villa 27, quartier Montfleury, Galliema. Les programmes de funérailles vous sera communiqué ultérieurement. C'est un communiqué signé par la famille.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été si nombreux à les suivre. 23h, Serge Mata, Merlin pour le journal. 7h demain, Gaëtan Magalano. Excellent suite des programmes sur nos antennes. Et bonsoir chez vous.